Voilà, nous sommes aujourd'hui le premier lundi du mois d'août, nous sommes en 2019 et c'est un réel plaisir de vous retrouver une fois de plus dans ce magazine Notre Congo, ce magazine qui réunit toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo, parce que nous allons au nord, nous allons vers les sud, nous allons dans l'est du pays et nous allons également dans l'ouest pour toucher tout le point, tout ce qui concerne la République démocratique du Congo. Donc toute l'équipe de Notre Congo est très heureuse de vous retrouver en ce lundi du mois d'août. Je l'ai dit, premier lundi du mois d'août. J'aime personnellement beaucoup ce mois d'août parce qu'il commence par une grande célébration ici dans notre pays. Le 1er août de chaque année, nous célébrons la journée des parents et donc pour moi c'est une grande considération que nous montrons aux parents. Et j'aime aussi le mois d'août parce qu'elle s'ouvre sur le plan international par la semaine mondiale de l'allaitement maternel. Et donc nous sommes en plein dedans depuis le 1er août. Nous sommes aujourd'hui le 5 et ça va aller jusqu'au 7 de ce mois, donc pour sensibiliser les parents aux bienfaits de l'allaitement maternel. Alors nous allons parler bien d'autres choses aujourd'hui. Marie-Reine Zeba et moi qui sommes sur ce plateau. Bonjour Marie-Reine. Bonjour Bibi Chimbete et bonjour à vous tous qui avez choisi notre chaîne nationale pour vous tenir compagnie. Nous allons aujourd'hui avec ma consoeur, excusez-moi pour ce désagrément, nous allons aujourd'hui avec ma consoeur vous parler de tout ce qui concerne notre pays, comme elle a dit, la République démocratique du Congo. Nous allons au cours de cette émission, Bibi Chimbete, faire une dédicace spéciale à nos amis de l'Ituri, victimes de l'épidémie de Ebola. Et nous souhaitons, avec la grâce du Seigneur, une grande chance au professeur Jean-Jacques Muyembe, qui est chargé de mener cette grande équipe de la riposte pour essayer de maîtriser les quelques cas qui se sont retrouvés à Goma, jusque-là 4 si je ne m'abuse. Et nous sommes vraiment de cœur avec vous. Nous savons que le professeur Jean-Jacques Muyembe a fait ses preuves ailleurs. Et avec notre pays, il va essayer de stopper cette épidémie parce que Goma, Kinshasa, c'est 0 mètre. Il y a des fausses alertes partout pour dire qu'à Kinshasa, il y a déjà des cas, mais lui, il le dit, il n'y en a pas encore. Et nous le soutenons pour que ça s'arrête là. Le professeur Jean-Jacques Muyembe qui a dirigé pendant longtemps l'Institut national de recherche biomédicale. Et donc, il est très impliqué dans la riposte, dans la réponse contre Ebola. Il a toujours mené des recherches d'ailleurs sur cette maladie. Aujourd'hui, c'est lui qui dirige le comité technique multisectoriel de lutte contre Ebola. Et je pense que jusque-là, on peut parler déjà de quelques avancées. Et certainement, on va y revenir tout à l'heure avec un reportage qui nous retrace l'actualité par rapport à l'Ebola. Oui, pour paraphraser ce que tu viens de dire, tout à l'heure, je présente à nos téléspectateurs le menu de ce jour. Nous avons Cap vers les changements qui va intervenir avec Elvis Elumba et Gaylor Ndombe qui ont préparé pour nous un numéro ce jour. Nous aurons un documentaire, tu viens de le dire Bibiche, Les Grandes Tueuses, qui parlera d'Ebola. Nous aurons également des invités. Nous allons recevoir sur ce plateau le professeur Cyprien Metela, qui est le directeur général ad intérim de l'Office national de l'identification de la population. Nous allons également recevoir Lauriane Moutevo, qui est une jeune entrepreneur. Nous allons aussi recevoir Jenny Kilele, je voulais dire. Elle est une jeune aussi, une jeune qui essaie de relancer la lecture à travers la République démocratique du Congo. Nous aurons aussi, comme à l'accoutumée, notre cher docteur Joachim qui vient nous interpeller sur les AVC et aussi d'autres invités au cours de cette émission. C'est un peu le menu de ce jour. Et voilà, donc cap vers le changement, c'est avec ça que nous allons commencer avant d'aborder autre chose. On y va.
1960-2019, 59 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo, le peuple congolais aspire toujours à un changement radical. Mais de quel changement s'agit-il? Vous nous suivez de partout dans le monde, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre magazine Cap Vert, le changement qui va articuler aujourd'hui sur le changement de mentalité. Trêve de commentaires, nous vous convions à suivre les différents avis recueillis par nos chasseurs d'images. Changement, tout d'abord, Nakoloba. En français, on dit que le changement, c'est une modification au moins plus profonde d'une situation. Alors, Nalingala Tokoloba, le changement, ezali kobongo la likambu moko boye, na ndenge moko ya buzindo pour ekomandenge mususu. Voilà un peu ce qui concerne le changement. En fait, pour moi, le changement, c'est quelque chose qui part d'abord de la mentalité des gens. Donc quand nous améliorons notre façon de voir les choses, nous améliorons notre façon de nous comporter, c'est ça beaucoup plus le changement. Changement dans les liboso les amis tout dans les Congolais. Ils doivent d'abord changer leur mentalité. Tant que les Congolais va changer leur mentalité, c'est par là. Beaucoup a besoin de strictir après avoir changé mentalité. C'est un peu ça. Le changement, nous devons arriver d'abord à éradiquer les choses comme un professeur, si l'enfant n'a pas réussi, doit l'aider l'année prochaine en le montrant ce qu'il doit faire, doit l'aider l'année prochaine à mieux faire et non à accepter de l'argent, à lui mettre des points comme cela pour qu'il monte. Il est en train de gâcher son avenir. C'est ça un modèle de changement. Un autre modèle de changement, on doit arriver nous-mêmes. On nous a mis des bacs publics. Nous-mêmes, nous savons que quand j'ai fini de manger quelque chose, je dois mettre ça dans le bac et non de jeter ça par terre. Pour dire après, oh non, ça commence par nous-mêmes, le changement de mentalité. Changement ezali, et là, dans situation oyo. Yamabe, il faut tout tirer yango, tout le monde dans situation ana tokende malamu. Changement zanet délivrance. Tozalaki, le rôle abiso bato ya mboka wo tozaki na pasi, bana kotanga classe te, bana komona pasi bo bazokende na classe moyen tout babroti ba pourvoir na makamwana ezate. Salaire ya ba papa ezamabe. Biso ba mama il faut intervenir na makamwana ezopesa kaka pasi. Kolia pasi, kofanda pasi, soins médicaux pasi, makamunyosu na mboka eza pasi. Donc, changement, il faut ezala tomona yango, tolongwa na situation wana, tokoma na situation yake, bazo futa batu, bien, batu bazali bien logé, batu bazali na makambwa bien, na ndaku bana baza kotanga, tolingi changement ekoma sikoyo. Biso, ata tozali boto, komi bomon, tobokoli bana na pasi, totangisi bango na pasi, siko boto komi na niveau biso to komi oboye ezanete na bokonzi ya lelo to komi ko considérer ngo lokola to longwaki na Égypte tozokende vers la terre promise. Donc ata biso to monaki te so na biso na moment oyo ezali changement bino na bana na bino bomo na lendemain meilleur oyo biso to monite changement pona ngai angwana. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a touché sur tout le point concernant le changement de mentalité. Et partout où il passe, la question ne reste pas inaperçue. J'invite chaque Congolaise et chaque Congolais à contribuer à l'édification et au développement de notre pays. Le chantier de construction de la République est immense. Votre implication en fera une réussite collective. Sur le plan institutionnel, je vous informe de la création sous peu, au sein de mon cabinet, d'un service spécialisé dénommé Coordination pour le changement des mentalités. En sigle CCM, qui aura entre autres missions d'assurer la prévention, la sensibilisation, la lutte contre toutes sortes d'antivaleurs.
Mesdames et messieurs, distingués invités, c'est avec une note d'espoir que je termine mon propos de ce jour, en affirmant avec ma toute dernière énergie que je crois fermement en la capacité de changement positif de l'homme congolais. Je peux vous dire tout simplement, le changement, c'est une transformation. Et quand vous parlez du changement de l'homme, c'est que c'est la transformation de la manière d'agir, de la manière de faire, de la manière de vivre, de la manière de se comporter. Si nous pouvons dire le changement du peuple congolais, donc il suffit de regarder où était le peuple congolais, qu'est-ce qu'il faisait, comment il le faisait. Et si on veut obtenir un changement, c'est de voir par rapport à ce qu'était le peuple, par rapport à ce qu'il disait, à ce qu'il faisait, quels sont les éléments nouveaux qui se manifestent dans sa façon de dire, dans sa façon de faire, dans sa façon de se comporter, par rapport à ce à quoi il s'attend. Le changement, c'est pour nous, mandataires de l'État, c'est le mot d'ordre normalement. Changement de mentalité, changement de nos comportements. Aujourd'hui, le chef de l'État, on voit déjà qu'il est en train déjà d'annoncer le changement dans la conduite de la chose de l'État. Et nous, mandataires, je voudrais bien respecter et rester dans le cadre de mon secteur. Le changement dont on veut pour nous, mandataires de l'État, c'est exercer effectivement le pouvoir qui nous est confié. Nous avons comme mission au Fonds forestier national de financer les opérations de reboisement et d'aménagement forestier. Le changement que nous pouvons apporter, le changement que j'ai toujours conseillé à mes collaborateurs, à toute ma structure, c'est d'abord respecter les textes légaux. Aujourd'hui, je pense que lorsque vous observez, nous avons tout perdu. Tout. Qu'est-ce que nous avons perdu en premier? C'est l'homme. L'homme congolais aujourd'hui est déshumanisé. L'homme congolais aujourd'hui a perdu l'essence de son existence. L'homme congolais aujourd'hui se comporte comme un irresponsable vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de sa nation, vis-à-vis de toutes les prestations. Vous observez le comportement que nous adoptons aujourd'hui, passant de l'enseignant jusqu'à la propriété, par exemple dans la ville de Kinshasa. Quelqu'un qui habite dans une belle maison, mais il suffit qu'il sorte de sa parcelle. Devant sa maison, il y a des immondices. Devant sa maison, il y a tout ce qui peut entraîner des maladies, ne fût-ce que avec le phénomène de carbone qu'on avale et tout ce qui existe. Devant sa maison, alors que lui-même est propre, très bien habillé, très bien chaussé, mais devant sa maison. Et quand il quitte sa maison, vous venez maintenant dans la rue, dans la chaussée. Vous voyez que tout ce que l'OVD a prévu pour que l'eau puisse couler après une grande pluie, on y jette le détritus, on salit. Et qui est à la base de ça? C'est le changement de mentalité. Parce qu'à l'époque, quand on a mangé, quand on a fini de manger, tout ce qui est à jeter, c'est dans la poubelle. Et on vient ramasser cette poubelle, on va la vider. Mais aujourd'hui, on mange, on jette dans la rue. Et on attend peut-être qu'il pleuve pour vider les fosses septiques. Et à l'école, l'enfant doit donner à manger à l'enseignant. Est-ce que c'est l'enseignant qui doit s'occuper de l'enfant ou c'est l'enfant qui doit s'occuper de l'enseignant? Voilà l'inversion de valeurs. C'est-à-dire, toutes les références ont disparu dans la société. Il n'y a plus rien de bon. Et malheureusement, ceux qui sont censés diriger, ceux qui sont censés
servir d'exemple, ceux qui sont censés organiser la société, malheureusement, ils l'organisent pour eux-mêmes. C'est quoi, par exemple? Vous regardez nos autorités, tous, ils roulent dans de très belles voitures. Ils mangent dans des hôtels de luxe. Ils font tout ce que... Et ils croient que le commun des Congolais vit dans les mêmes conditions que les autorités. Et quand vous cherchez à savoir où est-ce qu'ils trouvent les moyens avec lesquels ils vivent dans une opulence comme celle-là, et on dit, nous aimons la population, nous allons tout faire pour que le pays aille de l'avant, nous allons tout faire pour... Non, vous n'arrangez rien, vous travaillez pour votre propre compte. C'est-à-dire que vous êtes un chrétien qui croyez en Dieu et vous demandez aux autres d'attendre le miracle de Dieu, mais vous, dans l'entretemps, vous vous servez du fruit de ceux-là pour que vous puissiez vivre dans les conditions qui sont les meilleures. Que chacun puisse comprendre que si je ne change pas ce que j'ai fait, donc personne d'autre ne pourra le faire. Donc chacun doit changer sa manière de voir d'abord son travail, sa profession, sa façon de vivre dans la société et surtout sa façon de gérer et respecter le bien public. Quand on est responsable, quand on est dirigeant, quand on est par exemple député national, quand on est ministre, quand on est directeur général, quand on est président de la République, vous êtes devenus les serviteurs des autres. Mais chez nous, en République démocratique du Congo, vous voyez comment les gens dansent quand on nomme un ministre dans une famille. Ce sont les membres des familles qui viennent danser avec des tambours, des sifflets et tout ça. Alors que c'est la population qui devait danser, qui devait se réjouir pour dire voilà quelqu'un qui vient apporter des solutions à nos problèmes. Et donc la famille danse pour dire que voilà, maintenant c'est notre tour d'aller voler, c'est notre tour d'aller nous servir, c'est notre tour de nous enrichir. En ce moment-là, l'organisation de la société pose problème. Et dans cette organisation, chacun cherche par tout le moyen à se servir, à trouver des solutions pour soi, au lieu que l'organisation trouve des sociétés pour l'ensemble de la communauté. Et donc l'homme, qui devait être l'être social, est devenu ego sum. Il s'occupe de lui-même et voilà maintenant la population est abandonnée à son propre sort. Et c'est pourquoi maintenant, dans le cadre du changement, il faut qu'on change d'abord quoi? La mentalité. Il faut qu'on change de comportement. Il faut qu'on comprenne que la République démocratique du Congo, c'est un patrimoine commun. Et pour qu'il soit utile à tout le monde, ceux qui sont censés le diriger doivent avoir des valeurs éthiques, des valeurs morales. Et ces valeurs doivent commencer par l'éducation en famille, complétée par l'instruction à l'école et complétée dans l'éducation parascolaire à l'église et dans la rue et dans les conférences et partout ailleurs. Voilà donc ce que moi j'entends comme changement qui peut aider aujourd'hui la République à être restaurée. Le peuple congolais aspire à un changement qui nécessite l'implication de tous. Je change, vous changez, nous changeons. J'aime la RDC, je change, le peuple d'abord. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Au revoir. C'était Cap vers le changement que nous a proposé Ndombe. Bienvenue, comment ça Ndombe, excusez-moi. Voilà, très important. J'espère que notre attention a été retenue par tout ce qui a été dit. Effectivement, la République démocratique du Congo, la population a besoin de changement de mentalité, changer l'homme. Je pense que c'est ce qui importe avant même tout. Oui, c'est fondamental, comme vient de le dire le dernier intervenant dans ce document qui nous a été proposé par Guelan Ndombe et Elvis Elumba, plutôt chapeauté par Sylvain François Kalonji-Mpanou. Les personnes qui ont des postes de responsabilité doivent avoir une certaine éthique,
une certaine probité morale. Et au-delà de cela, il faudrait ajouter une éducation qu'on acquiert à l'école et aussi une éducation parascolaire à l'église et dans différents groupes dans lesquels nous sommes. Dans toute la communauté. Parce qu'il ne suffit pas seulement de crier changement de mentalité, mais c'est dans l'action que l'on voit le changement de mentalité dont nous avons tant besoin dans notre pays. Et tu viens de le dire tout à l'heure, il faudrait les changements, une ligne de conduite dans tous les domaines. Par exemple, dans l'administration publique, par exemple, dans le commerce, par exemple, dans ceux qui sont chargés de recenser les recettes, par exemple, dans l'enseignement, dans la santé. À tous ces niveaux, il faut un changement de mentalité. Exactement. Sans le changement de mentalité, sans le développement personnel, sans le développement de l'homme, de tout l'homme, on ne peut pas parler de changement, même sur le plan économique, dans tous les plans. On ne peut pas parler même du développement, de l'émergence tant prônée par le gouvernement, sans le changement de mentalité, sans le développement personnel. Et c'est pour ça que c'est important le recensement. C'est pour ça qu'il faut connaître le nombre de la population pour planifier même de programmes d'éducation, pour planifier de programmes de sensibilisation, pour planifier de programmes de développement. Et du recensement, nous allons en parler tout de suite avec notre invité. Oui, il s'agit Bibiche Mbete. Chers téléspectateurs, nous recevons pour vous sur ce plateau le professeur Cyprien Metela. Il est directeur général ad intérim de l'Office national de l'identification de la population. Et avec lui, comme l'a dit ma consoeur, nous allons parler du recensement. Et voilà. Et professeur, depuis, je crois, 1994, le pays souffre de cet aspect démographique du nombre 84, voilà, donc ça fait plus de 30 ans comme ça que nous n'avons pas connu de vrai recensement dans ce pays. Et jusque-là, les chiffres par rapport aux données démographiques restent des estimations. Quel est l'état des lieux, professeur? Merci madame pour la parole. Quand on parle de recensement, au fait, maintenant, on va, selon la volonté politique qui venait d'être manifestée par le président de la République, on va répondre à 2 questions pendant cette période. La question de savoir à combien sommes-nous. C'est là où on va faire le recensement général de la population. Et on répondra aussi à la question de savoir qui est qui. C'est-à-dire, c'est là où on va faire l'identification. Voilà. Que l'ONIP devra effectuer. Donc, c'est un travail de qualité et de quantité. Voilà, effectivement. Et comment est-ce que vous comptez vous y prendre ? Parce que vous êtes le directeur général de l'Office national de l'identification de la population. C'est un travail de titan. Oui. Qu'est-ce qui vous mettrait sur les rails et comment comptez-vous y prendre? Voilà. Concernant l'identification systématique de la population congolaise, l'ONIP s'emploie à mettre en œuvre un système national d'identification de la population. Un système national d'identification de la population, c'est quoi? C'est un système informatique de gestion des données biométriques et des données biographiques de chaque Congolais. Et sans oublier les données des faits d'état civil. Par données des faits d'état civil, nous entendons les naissances, les décès, les mariages et les autres faits d'état civil. Pourquoi cela? Parce que ce sont des données qui vont alimenter les fichiers généraux d'identification de la population. Et nous allons les alimenter comment? Il y a des naissances qui vont survenir, il y a des décès qui vont survenir, et des migrations, disons des immigrés et des émigrés. Et tout cela,
Ce sont des données démographiques qui vont nous permettre d'entretenir de manière permanente les données qui seront incorporées dans une base de données unique pour l'ensemble du pays. Et cette base de données-là, unique, c'est ça que nous appelons le fichier général d'identification de la population. Et voilà. Et donc, il faut des fichiers aussi au niveau de chaque territoire. Effectivement. Et ces données-là vont provenir de 137 communes que nous avons en République démocratique du Congo et de 145 territoires. Et comment nous allons cueillir cela? On appelle ça la collecte des données. Et là, nous allons utiliser la technologie moderne. Quelle technologie moderne nous allons utiliser? Dans le cadre de l'ONIP, il y aura un data center. Data center, c'est un centre d'exploitation des données qui sera installé ici à Kinshasa. Et pour chaque province, nous allons avoir des serveurs. Au total, il y en aura 26 serveurs de relais. C'est-à-dire, ces serveurs-là, les données qui seront collectées, que les équipes de collecte des données vont prendre des données dans les territoires et dans les communes, ils vont nous les transmettre à la centrale, ici à Kinshasa, c'est-à-dire dans les data centers qui seront installés ici. Et maintenant, vous allez me demander comment se fera la transmission de ces données-là. Voilà. Parce que j'avais dit que pour ne pas perdre le temps, vous savez qu'actuellement, en peu de temps, on peut collecter beaucoup de données. Exactement. Et nous, on va les transmettre via les outils modernes aussi. Entre autres, selon notre méthodologie de collecte, on a prévu 2 processus. Il y aura d'abord, on va installer des kits fixes. Des kits, ce sont des instruments de collecte des données qui sont modernes. Et ces kits fixes-là, il y en aura pour l'ensemble du pays. On prévoit 1500 kits fixes. Ils sont déjà là? Non, qui ne sont pas encore là, qui seront là bientôt. OK. Alors, et il y aura aussi des kits mobiles. Les kits mobiles, ce sont les agents de collecte des données. Ils vont se déplacer avec ces kits-là. Et puis là, je ne vais pas vous donner des détails sur la composition des kits. Ça, ce sont des éléments techniques. Mais pour les kits mobiles, compte tenu de l'immensité de notre pays, nous allons avoir besoin de 15 000 kits mobiles. 15 000. Voilà. Et pour que l'équipe de collecte des données s'approche davantage de la population. C'est-à-dire, en peu de temps, on peut collecter autant de données démographiques. Voilà. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est réalisable dans peu de temps, à moyen terme ou à long terme? Parce que je vous ai suivi, vous utilisez beaucoup le futur. Et donc, où est-ce que nous en sommes avec tout ce processus? Voilà. Avec ce processus, vous avez bien posé la question. Nous sommes en contact avec nos partenaires. Les partenaires, c'est dans le cadre du partenariat public-privé. Il y a beaucoup de partenaires qui toquent à la porte de l'ONIP. Je peux vous dire que jusque-là, il y a eu déjà une vingtaine. Parmi les 20, là, il y a vraiment ceux qui sont très fiables. Nous les connaissons déjà. D'accord. Alors, avec eux, on signe ce qu'on appelle les protocoles d'entente. On lui dit, voilà, vous allez nous offrir votre offre technique et financière. Et vous voyez, pour cela, il y a des délais. S'il y a un qui se présente déjà, on lui donne ces délais-là. Surtout, c'est le délai est de 3 mois. Je ne vais pas vous révéler ici les contacts qu'on a pris déjà. Voilà, parce que ce n'est pas bien de dévoiler nos partenaires. Mais ce qui est sûr, bientôt, on aura un, dès que le gouvernement sera placé. Nous attendons tous aussi l'arrivée du gouvernement. Voilà, il y a les prises de contact. Voilà, un partenaire va se présenter. Dès que son offre nous intéresse, à ce moment-là, il va nous apporter. Il y a donc un appel d'offres qui a été lancé. L'appel d'offres était déjà lancé. Maintenant, on fait des problèmes de gré à gré.
On avait déjà eu cette autorisation-là. Mais est-ce que vous avez estimé la part du gouvernement et la part de partenaires techniques et financiers? Effectivement, ça, nous avons, bon, j'allais dire, est-ce que c'est une malchance ou je ne sais pas très bien comment, comment on parlait, en quels termes on parlait, mais souvent, dans beaucoup de questions, c'est la plus grande part revient aux partenaires techniques et financiers et une petite part au gouvernement des ressources domestiques. Est-ce que ça ne poserait pas problème? Actuellement, la préoccupation, c'est quoi? La RDC a besoin de réaliser son projet, qui est l'identification systématique de la population. Et à part cela, parmi les missions de l'ONIP aussi, il y a la délivrance de la carte d'identité nationale, que nous n'avons pas jusque-là. Alors, lorsque nous présentons notre projet aux partenaires, ils voient que sa mise, ce qu'il va nous apporter comme offre financière, en fin de compte, quand on évalue notre projet, avec par exemple les cartes d'identité et les autres documents qui ont trait à la mission de l'ONIP aussi, dès qu'on fait le calcul, on voit que n'importe quel partenaire qui amènera son argent, il sera gagnant. C'est pourquoi nous partons du principe gagnant-gagnant. Lui, il gagne, nous aussi, on va gagner. L'État congolais. En tout cas, l'essentiel, c'est que l'objectif soit atteint. Tout à l'heure, là, j'ai vu, pendant que vous étiez en train de parler, là, on a présenté l'ouvrage que vous avez écrit, l'Office national d'identification de la population et l'État civil en République démocratique du Congo. Et pourquoi vous avez choisi de publier cet ouvrage, professeur, en ce moment? Voilà. En ce moment, pourquoi? À l'ONIP, nous avons placé nos agents dans les communes pour expérimenter notre méthodologie. Dans les communes de Kinshasa, ici, il y a 24 communes. Et nous avons placé dans chaque commune 2 agents, un chef d'antenne et son adjoint. L'idée, c'est quoi? Quand nous allons leur distribuer les kits de collecte des données, ces gens-là vont nous transmettre des données des communes vers notre centrale, notre serveur qui sera ici aussi à Kinshasa. À ce moment-là, pour mieux collecter ces données-là, il faut avoir du personnel à la source. Et un personnel qualifié. Un personnel qualifié. Et ces gens-là, nous allons les former dans les domaines de la collecte des données. Et ils vont aussi, à leur tour, former, par exemple, les chefs de quartier qui seront là pour les aider quand ils vont parcourir les avenues à collecter ces données-là. Et ensuite, vous verrez que l'opération va s'effectuer rapidement. Donc, nous visons pas le court terme, le moyen terme avec nos partenaires. Parce qu'il y a toujours des délais à respecter. Parmi les délais, je vous ai dit la fois passée que jusque-là, nous avons besoin de 2 décrets. Pour commencer le travail sur terrain. Un décret créant le fichier général de la population. Un décret créant la carte d'identité nationale. Au moment où nous parlons, l'ONIP a déjà fait le nécessaire. Nous avons déjà transmis le projet de ces 2 décrets-là. Au moment où nous parlons, ça se trouve au niveau du secrétariat général du gouvernement. Nous attendons avec l'avènement du gouvernement qui sera mis en place qu'on nous débloque cette situation-là. Et à ce moment-là, vous verrez que même nos partenaires seront satisfaits parce qu'il y a ce problème d'attente qui nous fait... Et le président de la République lui-même, dans ses différents discours, il a fait mention de l'importance du recensement de la population. C'est vraiment de questions... prioritaires, c'est vrai, mais de questions importantes que la population doit connaître. Et d'ailleurs, il y a même eu plusieurs activités ou interventions dans le sens de la sensibilisation de la population qui doit s'approprier également de ce processus. C'est même l'occasion...
monsieur le professeur, de rappeler l'importance même du recensement et de l'identification de la population. Effectivement, parce que l'importance du recensement général, parce qu'il faut toujours faire la part des choses. Nous, les scientifiques, nous distinguons deux catégories de recensement. Oui. Il y a le recensement général de la population et de l'habitat qu'organise actuellement l'Institut national des statistiques et qui dépend du ministère du Plan. Et il y a le recensement administratif que les communes ont l'habitude de faire. Mais jusqu'à preuve du contraire, on constate que les données de ces recensements administratifs provenant des communes ne sont pas fiables. C'est pourquoi l'ONIP est obligé de renforcer de ce côté-là, d'où l'idée d'avoir ces livres ici, qui parlent de l'ONIP et de l'état civil en République démocratique du Congo. Et c'est pourquoi, quand j'ai parcouru les communes ici, en plaçant mes agents là, tous les bourgmestres étaient contents de voir qu'il faut absolument que l'ONIP entre en activité. Alors, l'avantage qu'on aura en réalisant le recensement général de la population et de l'habitat, d'abord, nous allons connaître l'effectif total de la population congolaise. La population des nationaux, la population aussi des étrangers, ceux qui résident ici au Congo. Et à cette occasion-là, je pense, si Dieu le veut, la population des résidents congolais qui sont à l'étranger sera aussi identifiée. Alors, l'avantage d'avoir un recensement, c'est quoi? Vous voyez, vous venez de le dire, au niveau de la planification d'un pays, je ne peux pas comprendre que vous êtes dans un pays, vous avez les nombres des jeunes qui sont là, il faut les connaître, ils sont à combien? Selon les estimations, nous avons presque 41% des jeunes. Je dis bien des estimations. Et qu'on dit que la population congolaise serait de 80 millions. Donc vous voyez jusque-là, ce sont des estimations. Personne ne connaît le vrai nombre exact de la pays, population. on devrait avoir ces données-là. Autre avantage d'avoir un recensement, mais ça va faciliter beaucoup de choses. Si vous voulez construire quelques écoles, vous savez que la population scolarisable est d'autant. Vous pouvez prévoir autant d'écoles. Vous voulez faire face aux maladies qu'il y a maintenant, disons, je ne parle pas d'Ebola, parlons même des maladies courantes que nous connaissons ici. La tuberculose. Vous voyez, vous devez savoir combien d'hôpitaux qu'il faut ajouter et quel équipement privilégié dans le cadre de lutte contre les maladies. Alors, au niveau, par exemple, de la production, au niveau économique, on doit évaluer la population active. La main-d'œuvre. La main-d'œuvre. Vous voyez que beaucoup d'hommes d'affaires ou d'entrepreneurs se plaignent qu'il n'y a pas de main-d'œuvre qualifiée. À ce moment-là, on peut voir combien de médecins avons-nous, parce que hier, j'ai suivi encore les médecins qui se plaignaient, parce qu'il y a des médecins, des jeunes médecins, on ne veut pas les envoyer en province, parce qu'il y a leurs parents qui interviennent, vous dites que non, moi, mon enfant venait de terminer, je ne veux pas qu'il aille en province. Donc, vous voyez que ça perturbe tout. D'où, au niveau, par exemple, même de la technologie, nous avons toujours un problème avec nos techniciens, disons, la faculté des polytechniques. Par exemple, nous voyons que cette faculté-là produit aussi des ingénieurs de qualité. Nous devons savoir combien nous avons encore ici pour faire face aux infrastructures que nous devons mettre en place. Très bien, c'est bien dit et on reviendra certainement de plus en plus sur les avantages de la planification. Pardon.
du recensement et même de l'identification de la population qui est très importante. Et d'ailleurs, qui a aussi des préalables, notamment des enregistrements des naissances qui parfois posent aussi problème, parce que tout part par là aussi, des enregistrements des décès, etc. Donc, les sujets d'actualité et dans notre pays, d'autant plus que ça fait 84-2019, 35 ans qu'on n'a jamais réalisé de recensement et qu'il y a déjà l'ONIP qui est là pour passer à l'œuvre. Voilà. Donc nous, s'il y a un recensement général de la population et de l'habitat qui est réalisé, ça nous servira à l'ONIP de soubassement, c'est-à-dire du fichier général de la population que nous allons entretenir au fur et à mesure que nous avançons. Mais en cas des épidémies, vous avez également besoin de connaître la situation épidémiologique, l'impact des épidémies, etc. Parce que ça bouge aussi au niveau de la population, telle que l'épidémie que nous avons aujourd'hui de l'Ebola. Voilà. Merci en tout cas. Je pense que vous reviendrez. Vous êtes très disponible, ça se voit, parce qu'il faut en parler à la population. Oui, je suis toujours à votre disposition. Merci. Voilà. Et puisque nous parlons de l'Ebola, Marie-Reine. Oui, nous parlons de cette épidémie qui sévit depuis une année déjà à l'est de la République démocratique du Congo. Nous allons présenter un document qui va aider tous les Congolais à en savoir plus sur ce grand tueur qui est la maladie à virus Ebola. Comme la fièvre jaune, la dengue, Marbourg, Ebola fait partie de la grande famille des fièvres hémorragiques. En 1967, à Marbourg, en Allemagne, des chercheurs travaillent sur des cellules rénales de singes en provenance d'Ouganda. 31 laborantins sont contaminés par un mystérieux virus. 7 d'entre eux trouvent la mort. Le virus, dit de Marbourg, se fait oublier une dizaine d'années pour ressurgir en 1975 et tuer un voyageur australien en provenance du Zimbabwe. L'année suivante, en 1976, une religieuse belge tombe malade à Yambuku, au Zaïre, actuelle République démocratique du Congo. Un échantillon de son sang est envoyé dans un laboratoire d'Anvers, transporté par un voyageur dans un simple thermos. Les chercheurs qui manipulent l'échantillon sans protection découvrent un virus géant qui ressemble à un ver, proche du virus de Marbourg. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, demande de cesser toute recherche sur ce virus extrêmement dangereux. Mais à la demande des autorités belges, l'un des membres de l'équipe d'Anvers, Peter Piot, se rend à Yambuku. Il remarque que dans leur hôpital, les religieuses se servent de la même seringue pour plusieurs personnes. Il constate aussi que ceux qui participent au rite funéraire de ces morts mystérieux tombent malades à leur tour. Lors de cette épidémie, 318 personnes sont contaminées et 280 meurent dans les villages de la région. Le virus, inconnu, est baptisé du nom d'une rivière des environs, Ebola. La même année, une autre souche du virus Ebola frappe le Soudan, 284 morts. En 1995, à Kikwit, au Zaïre, 254 morts. Puis, la maladie disparaît pour ressurgir au début du XXIe siècle en Afrique centrale, en RDC, au Gabon et au Congo-Brazzaville. Les épidémies restent limitées à de petits foyers. Jusqu'en 2014, où une épidémie d'une ampleur inconnue, partie de Guinée forestière, gagne en quelques mois les capitales de Guinée-Conakry, du Libéria et du Sierra Leone. En 1976, le virus Ebola apparaît pour la première fois au Zaïre, devenu depuis la République démocratique du Congo. Le Zaïre d'autrefois donnera son nom à l'une des souches les plus virulentes du virus. La souche Zaïre tue entre 30 et 90% des malades. Depuis presque 40 ans, 25 épidémies de fièvre Ebola ont touché l'Afrique. Aujourd'hui, on estime que le virus circule en permanence dans la forêt équatoriale. Presque chaque année,
Des cas de fièvre hémorragique se déclarent dans des villages isolés dans le centre de l'Afrique, comme au Congo, en Ouganda, au Soudan et au Gabon. En mars 2014, Ebola apparaît dans la zone forestière de Guinée. L'épidémie se propage très rapidement en Sierra Leone, en Guinée et au Libéria. En mars 2015, Ebola tue plus de 10 000 personnes sur près de 25 000 malades. Cette dernière épidémie est bien plus meurtrière que toutes les autres épidémies réunies. En juillet 2014, une nouvelle épidémie d'Ebola se déclare dans la forêt équatoriale au nord de la République démocratique du Congo. Sans rapport avec celle qui sévit en Afrique de l'Ouest, elle est endiguée en moins de 2 mois. Depuis le début de l'épidémie, une poignée de malades rapatriés d'Afrique de l'Ouest sont soignés hors du continent africain. Sur 6 malades soignés sur le sol américain, 5 en réchappent. En Espagne, 2 missionnaires rapatriés meurent et contaminent leur aide-soignante, qui survit. En Allemagne, on guérit 2 malades, en Norvège, 1, et en France, 2. Dans la majorité des cas, les médecins ont pu guérir ces rapatriés grâce à des traitements expérimentaux. Les 3 pays les plus touchés par Ebola font partie des 14 nations les plus pauvres de la planète. La Guinée a 1 médecin pour 10 000 habitants. Le Libéria, 1,4 et la Sierra Leone, 2. Dans ces 3 pays, une personne infectée sur 10 fait partie du personnel soignant. L'épidémie a logiquement mis à mal les systèmes de santé. Les mouvements et la densité de population urbaine peuvent expliquer l'ampleur de l'épidémie actuelle. Mais les scientifiques ont encore beaucoup de questions sans réponse. Machupo, Lassa, Junin, Crimée-Congo, Ebola, Marbourg, autant de noms de fièvre hémorragique que de virus. Ebola et Marbourg appartiennent à la même famille de virus, les Filoviridae. Des filaments allongés aux formes parfois étranges. On les dit de classe 4. Classe 4 qui regroupe les micro-organismes les plus mortels au monde que l'on manipule sous haute protection. Micro-organismes contre lesquels il n'existe encore ni vaccin ni traitement. Comme pour d'autres virus, certains animaux sont porteurs d'Ebola. Les preuves ne sont pas définitives, mais il semble que le virus se réplique très lentement dans certains organes de chauve-souris. On pense que les chauves-souris contaminent d'abord des singes, chimpanzés et gorilles, qui, chassés pour leur viande, contaminent les hommes à leur tour. Une transmission directe de la chauve-souris à l'homme est également possible au moment du dépeçage. Mais pour l'épidémie actuelle, aucune preuve scientifique n'a encore confirmé que ces viandes de brousse soient à l'origine de la contamination. Le virus présent dans le sang ou les sécrétions corporelles de la personne infectée se propage par contact direct. Pour être contaminé, il suffit que les liquides infectés pénètrent la barrière de la peau par les muqueuses ou une plaie ouverte. Une fois dans le sang, le virus attaque nos cellules immunitaires. Il bloque la libération d'interférons, une protéine qui aide à lutter contre l'envahisseur. Le virus se sert des cellules immunitaires désactivées comme moyen de transport pour contaminer des organes comme le foie, le thymus et la rate. En parallèle, les cellules immunitaires infestées libèrent des protéines qui créent des petits caillots de sang. Caillots qui bloquent le flux sanguin vers les organes vitaux. Privé d'oxygène, l'organe vital se nécrose et des hémorragies internes ou externes se déclenchent. Quelques jours après l'infection, le malade présente ses premiers symptômes. Douleurs musculaires, migraines, mal de gorge. Puis viennent vomissements, diarrhée, éruptions cutanées, et pour certains des hémorragies internes et externes,
des gencives qui saignent ou des selles sanglantes. Dans 25 à 90% des cas, l'effondrement de la pression sanguine et la défaillance de nombreux organes entraîneront la mort. Un malade Ebola n'est contagieux qu'à partir du moment où il présente des symptômes. Plus l'infection progresse, plus elle risque de transmettre le virus. Les corps des personnes décédées d'Ebola sont extrêmement dangereux, en particulier quand la famille les manipule pour les rites funéraires. Dès l'apparition des symptômes de la maladie, un test diagnostique s'impose. On utilise la PCR, technique qui amplifie le matériel génétique d'un éventuel agent infectieux. Le virus est détectable entre 2 et 10 jours après l'apparition des symptômes. Le virus ne résiste ni au soleil, ni au vent, ni au chlore, ni au savon. Les mesures d'hygiène, la suspension des rites funéraires, l'isolement des malades, la désinfection de leurs effets personnels, suffisent généralement à endiguer l'épidémie. Les soignants sont en première ligne. En plus des mesures d'hygiène universelles, ils doivent revêtir tout un arsenal de défense. Combinaisons isolantes, tabliers, masques, cagoules, lunettes, gants. C'est lorsque le soignant ôte ses protections que le risque de se contaminer est le plus grand. Il n'existe pas encore de traitement ni de vaccin contre Ebola. Les médecins doivent se contenter de réhydrater leurs patients, voire de transfuser leurs malades et de prescrire antibiotiques et antidouleurs. J'avais très peur parce que mes 2 fils sont morts dans le centre de soins. Quand ensuite j'ai été conduite à mon tour au centre, j'étais terrorisée. J'étais enseignante. Une de mes angoisses, avant de retourner en classe, était de retourner au centre Ebola et de vivre ensuite la stigmatisation des gens. J'avais peur que les parents d'élèves se plaignent que quelqu'un sortant du centre Ebola enseigne à leurs enfants. Beaucoup de gens n'auraient plus envoyé leurs enfants à l'école. Alors, pour éviter tout ça, j'ai décidé de rester seule à la maison. Confrontée à la virulence de l'épidémie, l'OMS a autorisé 2 stratégies d'urgence. L'usage sur place des cocktails de médicaments dont avaient bénéficié les Occidentaux infectés en Afrique de l'Ouest et l'utilisation de 8 traitements expérimentaux. La particularité d'Ebola, la première, c'est que c'est la première fois qu'on doit aller aussi vite en termes de développement de vaccins, quelque chose qui prend plusieurs années, on nous demande de faire ça presque en quelques mois. On est parti finalement de données chez l'animal et on a accéléré le développement et on est en train de faire tous ces essais cliniques actuellement. L'autre particularité, c'est qu'on a démarré avec 3 prétendants vaccins potentiels qui existaient, proposés par 3 compagnies pharmaceutiques différentes. Et en fait, ces développements se font actuellement en partenariat entre les industries pharmaceutiques et des académiques, comme nous par exemple à l'INSERM. Un certain nombre de vaccins, en particulier celui que nous développons nous-mêmes en partenariat avec un industriel à l'INSERM, c'est un vaccin dans lequel on peut retrouver d'autres éléments que le virus Ebola, d'autres virus de fièvre hémorragique, notamment Marburg par exemple. Et donc ce que l'on peut espérer, c'est que le développement de ces vaccins-là puisse à la fois prévenir Ebola, mais aussi d'autres virus. Il y a bien sûr, qu'est-ce qu'on fait par rapport aux patients qui sont infectés par Ebola, comment on peut aider à les guérir et à augmenter leurs chances de survie, puisque au départ, c'est un virus qui est extrêmement mortel. Une de ces stratégies est d'utiliser un traitement antiviral. Un traitement antiviral qui, en fait, a été évalué par des collègues de l'INSERM dans le cadre d'un essai clinique qu'ils ont mis en œuvre en Guinée, chez des patients qui, donc, contractaient la maladie.
qu'on n'en est pas à une réponse immédiate, absolue, que oui, ce traitement est efficace, mais on a des éléments pour penser que, un, il est pas mal toléré, il ne fait pas de mal par lui-même, et il aurait des chances de véritablement aider à la guérison des patients. Donc le premier essai est terminé, il a été arrêté, les résultats ont été présentés en conférence internationale, et maintenant on en est dans l'évaluation de nouvelles stratégies de traitement avec cet antiviral, mais aussi d'autres approches telles que des anticorps que l'on va utiliser pour le traitement de la maladie. Voilà, la maladie à virus Ebola continue donc de sévir dans le pays. Voici la situation épidémiologique dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. La situation d'hier, dimanche 4 août 2019. Donc, depuis le début de l'épidémie, le cumul des cas est de 2753, dont 2659 cas confirmés et 94 cas probables en cours d'investigation. Voilà, il y a 397 cas suspects en cours d'investigation, 12 nouveaux cas confirmés, dont 7 au Nord Kivu, notamment 4 à Beni, 2 à Kalunguta et 1 à Oicha, 5 cas confirmés, nouveaux cas confirmés donc en Ituri, à Mandina. 5 nouveaux décès de cas confirmés, dont 4 au Nord Kivu et 1 en Ituri. 2 décès communautaires, dont 1 au Nord Kivu, à Kalunguta et 1 en Ituri, à Mandina. Voilà. Donc, je pense que la situation épidémiologique est celle qu'on a. Oui, voilà. Donc, on est à plus de 2700 cas de maladie à virus Ebola dans cette partie de la République démocratique du Congo, et les efforts sont donc concentrés pour contenir cette épidémie et qu'il n'y ait pas de propagation. Et pour ça, la population doit réellement s'impliquer, parce qu'aujourd'hui, il faut beaucoup plus de sensibilisation, et la population doit réellement s'approprier de cette situation pour permettre d'éradiquer donc l'épidémie. Il y a beaucoup de mesures sanitaires, des mesures d'hygiène qui sont proposées, recommandées par le ministère de la Santé. Je ne sais pas si on a le temps laver les mains déjà. Oui, laver les mains. Voilà, c'est la moindre chose. La moindre voilà. chose que les enfants, et éviter, les adultes éviter des attouchements ouais. Physiques. Ça, mais c'est très compliqué, hein, parce que nous avons des moyens de transport en commun où décidément on est coincé, on s'attouche sans le vouloir, et voilà raison pour laquelle il faut vraiment que nous croisons les bras avec l'aide de Dieu, avec le fait que le professeur Jean-Jacques Muyembe est le chef de file de la riposte, que cette épidémie soit éradiquée et soit maîtrisée. Déjà, il a fait une conférence de presse hier à Goma pour informer à la population que les 2 cas qui avaient été frappés par cette épidémie à virus Ebola sont en train d'être maîtrisés. Leur état de santé s'améliore, et qu'aujourd'hui, en ce moment, le professeur Jean-Jacques Muyembe est à Ituri, là où est focalisé le plus grand nombre de cas, comme vient de le dire Bibi Mbete à Beni. Et là, il va faire de son mieux pour concentrer tous les efforts requis en vue de bouter hors d'état de nuire cette épidémie qui est en train de sévir à l'est de notre pays. Voilà, alors rapidement, en 1 minute, quelques recommandations. Respecter les mesures d'hygiène des bases, notamment les lavages de mains, comme on l'a dit, à l'eau ou au savon, ou encore à la cendre pour ceux qui n'ont pas de savon. Si une connaissance venant d'une zone en épidémie vient vous rendre visite et qu'elle est malade, n'est pas la toucher et appeler directement le numéro vert de la protection civile du Nord Kivu. Si vous êtes identifié comme contact d'un malade d'Ebola, acceptez d'être vacciné et suivi pendant 21 jours. Et si une personne
décèdent à cause d'Ebola, respecter les consignes pour les enterrements dignes et sécurisés. Il s'agit simplement d'un mode d'enterrement qui respecte les coutumes et traditions funéraires tout en protégeant la famille et la communauté de la contamination par le virus Ebola. Et pour tous les professionnels de la santé, respecter les mesures d'hygiène dans les centres de santé et déclarer toute personne malade présentant les symptômes d'Ebola. Les symptômes, on en a parlé tout à l'heure dans le document. Il s'agit par exemple de la fièvre, la diarrhée, les vomissements, fatigue, anorexie et saignement. Voilà, si tous les citoyens acceptent et appliquent ces mesures de recommandations, je pense que l'épidémie pourra être éradiquée. Voilà. Tu l'as dit, Et nous recevons deux jeunes dames sur ce plateau. Nous continuons. Les enfants sont les plus vulnérables, tu sais. Oui, les enfants sont les plus vulnérables dans notre société. Oui, et c'est pour ça même qu'il y a des projets. Et à tout ce qui... Voilà, il y a même des projets. Je sais qu'il y a par exemple Save the Children, qui a un projet sur les sites même là où sévit la maladie, et voilà pourquoi virus nous Ebola. Recevons sur ces plateaux de grandes dames qui s'occupent des enfants. Ah oui. Et je vois même sur les t-shirts de Strila, c'est écrit « Geste pour les enfants de l'Ituri ». Et Jenny n'a pas de t-shirt, mais sur son visage, ça se lit « Aidons les enfants à lire ». Ah oui, voilà, aidons les enfants à lire. Ça se lit sur le visage de Jenny. Oui, parce qu'effectivement, Jenny, elle est vraiment, oh là là, j'allais dire une maniaque, mais maniaque, parfois, c'est un sens péjoratif. Mais elle aime beaucoup les enfants qu'elle encadre dans la lecture. Voilà. Elle leur donne le goût de la lecture. Et aujourd'hui, nous allons parler de biblio-vacances. Donc, c'est que Jenny propose aux enfants pendant ces temps de vacances. Alors, puisque nous venons à peine de parler de l'Ebola, le geste pour les enfants de l'Ituri, c'est un SOS que lance Strila à l'endroit de toutes les populations. Et elle peut nous en parler, Strila? Oui, un geste pour les enfants de l'Ituri. Ce geste consiste à ce que nous, les jeunes, quinoises et quinois, nous puissions apporter notre peu pour montrer à ces enfants qu'on les accompagne. Et ce peu est muni des vêtements, des chaussures, pourquoi pas de l'argent, de sorte que qu'on les envoie et qu'on leur prouve notre amour, non seulement compris pour eux, mais il faut qu'on se transporte et qu'on se mette à leur place. Ces enfants souffrent, on les voit à travers des informations partout. Alors il faut se mettre à leur place. À un moment, on se dit, nous on est là, on est calme, on est à Kinshasa. Il n'y a pas de bruit des fusils, tout ça, on est calme. Mais eux, ils souffrent. Ils sont là dans tel endroit, ils doivent se déplacer pour ne pas subir, je ne sais pas moi, une blessure, pour ne pas mourir, pour survivre. Et on se met à leur place, on se dit, nous jeunes, nous devons se lever aujourd'hui même et les aider, leur montrer notre amour, qu'on est avec eux. Oui, c'est vrai que les enfants de l'Ituri souffrent énormément, non pas seulement de l'Ebola, mais aussi de tous ces problèmes. Les groupes armés négatifs qui sévissent à l'Est. D'ailleurs, c'est ce qui a freiné l'élan de la lutte contre Ebola. Plus d'une fois, les centres de soins de santé administrés à ceux qui étaient victimes de la maladie ont été saccagés par des groupes armés négatifs et les enfants en sont les premières victimes. Strila, comment ça vous est venu de penser? Vous savez, nous, on a coutume de compatir et de rester inactifs, mais vous êtes passé à l'action. C'est quoi qui a été le déclencheur de votre geste de passer à l'action à l'endroit de ces enfants? Voilà, le problème, il est qu'il y a plusieurs jeunes comme moi qui ont l'idée de faire ce genre d'acte. Mais le problème est qu'il faut relier l'acte, la pensée à l'acte, vous voyez. Donc du coup, je suis enfant, j'ai vu les images, j'ai été tellement touchée par ça. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire quelque chose pour ces enfants? Et je me suis dit, il faut que je lie mes pensées à l'acte. J'ai commencé par solliciter certains grands cadres de notre pays qui ont vu que c'était vraiment une très bonne idée et qui m'encouragent jusqu'à présent. Je me suis dit que j'irai jusqu'au bout, même si j'ai touché au moins 5 personnes qui apportent des vêtements. Déjà, c'est bien et
c'est déjà symbolique au fait. C'est un geste. C'est Et un comment geste. vous joindre tous ceux qui ont suivi maintenant Strila sur la radio-télévision nationale congolaise, qui sont touchés par ce geste, ce cri d'alarme, veulent poser un geste. Comment ils peuvent vous joindre et où est-ce qu'ils peuvent aller déposer les biens en nature ou en espèces? Premièrement, il y a un lieu pour ça. Tout se passera à partir de ce jeudi, le 8 août, jusqu'au dimanche 11 août 2019, à la cathédrale du Centenaire protestant. Ça se passera de 13h à 18h. Nous serons là avec mon équipe. On attendra que toutes les personnes touchées apportent des vêtements, des chaussures. Et il y a aussi l'ECC, le président de l'église protestante au Congo, qui nous soutient. Et à part ça, on a aussi un numéro de téléphone qui est le 082 94 93 186. Vous pouvez répéter le numéro de téléphone? C'est le 082 94 93 186. Et depuis que vous avez commencé, il y a déjà des gestes qui ont été posés? Oui. Comme hier, par exemple, il y a un professeur de l'UPC qui doit voyager normalement, mardi. Vu qu'il ne sera pas là, il m'a laissé 2 sacs que j'ai été vraiment touchée parce que je pensais que je criais pour rien. Et il m'a dit, voilà, ça c'est pour aider les enfants de l'Ituri, c'est de ma part et que voilà, que tout va bien se passer. Et comment vous allez faire pour acheminer ce que vous allez recueillir pour ces enfants? On va recueillir ces vêtements déjà, comme je l'ai dit, à partir du jeudi jusqu'au dimanche. On va le mettre au dépôt qui se trouve à la cathédrale. Et juste après, j'ai discuté avec le gouverneur Bamanissa, qui est le gouverneur de l'Ituri. Donc juste après tous ces récoltes, on va enfin pouvoir en parler pour voir comment ça peut arriver jusqu'à ces enfants. D'accord. Merci beaucoup. Très bon geste, en tout cas. Tous ceux qui nous ont suivis, vous pouvez appeler au 082 94 93 186 pour poser un acte à l'endroit de ces enfants de l'Ituri, le cri d'alarme lancé à travers Strila et sa fondation. Voilà. Fondation Paola. Très bien. Alors, ces enfants-là de l'Ituri, avec toutes ces conditions dans lesquelles ils vivent, c'est difficile même de parler lecture pour eux. Est-ce qu'on peut proposer ces genres d'activités dans ces conditions, dans ces contextes-là? En fait, j'ai même mis un pincement dans le cœur. C'est pas facile de voir les enfants parce que les enfants ont droit au bien-être, ont droit à l'amour, ont droit à l'éducation de qualité. Mais lorsque ils sont privés de ça, ça fait mal, ça touche. Et voilà, je me dis pour moi, avec le temps, on dit toujours laissons les temps au temps. Donc, très prochainement, je crois avec la grâce de Dieu, nous sommes un pays laïque, un pays chrétien. Nous prions, nous croyons que Dieu, un pays plutôt croyant, nous croyons que Dieu est capable d'arrêter les guerres, de stopper tout ça. Et les enfants auront droit à la vie parce que notre pays est destiné à la gloire, notre pays est destiné à la paix. Et je crois fermement... en tout cas, main au cœur, je crois qu'on y arrivera et nous aurons l'occasion, nous aussi, d'étendre nos activités, même à l'Ituri. Pourquoi pas? Ce sont des enfants, ils ont droit à avoir accès à l'éducation et l'éducation passe par l'apprentissage et aussi l'accroissement des connaissances. Pourquoi ne pas leur proposer des livres qui vont ouvrir leur esprit, qui va leur pousser à la découverte, à savoir bien parler, bien communiquer et à réussir? Parce que nous le disons dans notre structure, lire pour réussir, parce qu'on croit, lorsqu'on a la connaissance, on a les pouvoirs, et avec le pouvoir, on agit, et lorsqu'on agit, on produit, on devient riche, on s'enrichit. Et la structure, c'est nous et le livre. Nous et les livres. Ce serait une bonne chose, Jenny. Je pensais que peut-être si, avec la grâce de Dieu, évidemment, vous pourriez organiser une biblio-vacances en Ituri l'année prochaine. Bon, c'est ça, justement. C'est grandiose, mais c'est faisable. C'est faisable. Ce sont des activités de gaieté. Je crois bien, la RTNC était là. On a vu comment ça se passe. Les enfants, c'est ébloui, les enfants, parce que c'est un moment de partage, des découvertes, des loisirs. Ça nous manque de fois. On est tellement figés dans nos programmes, nos activités. On fait le même. C'est le train-train quotidien, l'école, la maison et tout. Les enfants n'ont pas vraiment d'activité parascolaire, il faut bien le dire. Mais avec la biblio-vacances, c'est une sorte d'activité d'occupation
pour enfants, mais ça les aide aussi à améliorer leurs connaissances, à découvrir au travers des livres, au travers des activités, des ateliers de peinture, d'écriture, des bricolages et aussi de métiers. On apprend aux enfants des métiers, comment faire des gâteaux, comment faire des cakes, comment faire tout ce qui est... Comment faire aussi le perlage, les colliers de perles en perles, les enfants, on les initie. Donc, on veut apprendre aux enfants un métier, à faire des travailleurs de demain. Parce qu'on veut pas que nos enfants de demain soient des enfants oisifs. Bon, j'espère que... avec le concours de la technique, on pourra retrouver les images d'illustration parce qu'effectivement, nous avons été voir les enfants que Jenny encadre pendant les vacances. Une très belle activité. D'ailleurs, on a même retrouvé beaucoup de concerts là-bas. Je signale que Jenny elle-même, elle est journaliste. Elle travaille à Numérica TV et présente l'émission Femmes des Tropiques. Mais elle a un goût, oh là là, avéré de la lecture et c'est comme ça que Jenny initie les enfants aussi au goût de la lecture, qui est très important. Et Jenny, vous avez déjà, depuis le début de votre programme, accueilli combien d'enfants? Jusque-là, cette fois-ci, on est à une vingtaine d'enfants. Vous savez, occuper les enfants, c'est pas facile. Hein? Il faut avoir des nerfs solides, il faut être passionné, il faut les aimer. Ouais, c'est vaste, c'est vraiment vaste. Et peut accueillir jusqu'à combien? On peut aller même au-delà de 40, mais je préfère pas, pour une belle occupation, pour vraiment s'occuper bien d'eux, il faut que ça soit restreint. Je crois au fil des années, on aura un grand espace, parce que là, il faut aussi des experts, des artistes qui les occupent, qui les initient à l'écriture, à la lecture aussi, qui les initient aussi à la peinture. Donc, c'est un peu, on est en train d'éveiller l'essence de l'art. Parce que vous savez, oui, c'est très important l'art. On néglige souvent l'art. Ça fait partie de notre culture. Ça nous vend à l'extérieur du pays, des autres pays. Je l'ai toujours dit, la culture, c'est le miroir d'un peuple. Si aujourd'hui, on veut connaître le Congo, on nous connaît par la culture, par l'art. Mais c'est aussi des domaines qu'on néglige de fois, qu'on ne prête pas beaucoup d'attention. C'est ainsi que nous voulons vraiment susciter cet intérêt, que ça commence dès les bas âges, que les enfants s'intéressent. Et je trouve que ça fait du bien aux enfants. Comme là, ce mercredi, on aura l'atelier de l'art dramatique. Comment montrer aux enfants de faire du théâtre, mais le théâtre tourné au goût de la lecture, au goût de l'écriture. Et il y a une tranche d'âge particulière? De quel âge à quel âge les parents peuvent amener leurs enfants? Nous recevons les enfants de 3 ans. En tout cas, de 3 ans à 13 ans. Donc, on se dit, un enfant qui lit tout petit, il ira tout vieux. Il faut commencer dès le bas âge. Normalement, la lecture commence dès l'enfant, il est dans le ventre. Hein, quand il est déjà... C'est pas la danse qui commence dans le ventre de la maman. Non, bien sûr. Les enfants dansent dans le ventre. Les enfants prennent des habitudes déjà. On communique déjà. On communique, même notre gène, c'est déjà dans l'embryon. Donc, il faudrait que cet enfant, qu'on lit pour lui, quand il est tout petit dans le ventre, quand il sera déjà dans le monde, il aura déjà cette culture. Ça ne sera pas du forcing, comme je le dis. Parce que nous, aujourd'hui, les adultes, on a du mal. Mais vous pouvez voir, même à l'université, on écrit un communiqué sur le VAD, mais les gens sont incapables de le lire. Pourquoi? Incapables et insensibles même. On n'a pas envie de lire, on ne prête même pas attention. On ne prête pas. Imaginez-vous, moi, souvent... Tellement c'est devenu un tic pour moi, quand je me présente à un endroit, à un lieu où je trouve les journaux, je trouve un magazine, la première des choses, je prends, je lis, je m'informe. C'est ça, on ne veut pas s'informer. Il y a même un adage qui dit, un peu pour se moquer du noir, si vous voulez cacher quelque chose au noir, mettez-le dans un livre. Mais nous voulons maintenant changer la donne. Nous voulons, nous voulons ramener du nouveau, parce que demain, notre pays ne sera pas le même pays d'aujourd'hui. Ça sera un grand pays parmi le grand continent de notre pays, du monde et de l'Afrique aussi. Donc, ce qui fait que nous devons former la génération d'aujourd'hui pour que demain, que cette génération soit une génération d'excellence. C'est vrai que dans le temps, il faut aussi comprendre le contexte africain. L'écriture n'était pas nécessairement notre manière de communiquer, mais aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. Aujourd'hui, dans le contexte
actuelle, c'est impossible. On est analphabète quand on ne sait pas lire. Donc, on et est écrire, passé c'est de pas l'oralité à l'écriture. Donc, exactement. nous Donc, sommes, voilà, il faut c'est la s'adapter. tradition. Ce sont des stéréotypes. Nous sommes culturels. Donc, nos traditions nous retiennent un peu. Donc, c'est comme un mythe. Il faut s'en débarrasser. Et je me dis, c'est avec le temps, il faut le faire. Il faut sensibiliser, il faut le moyen. C'est aussi une occasion pour moi, chers journalistes, d'inviter le gouvernement, d'inviter le chef de la République, de mettre la main dans la pâte, de nous accompagner. Parce que nous voulons créer des activités de lecture publique. Nous voulons à ce qu'on puisse réhabiliter. C'est un projet que j'ai eu depuis 2015. Pourquoi ne pas réhabiliter nos bibliothèques? Vous savez, dans les temps, je l'ai toujours répété, il y avait au moins 300 bibliothèques disséminées dans toute la République. Donc, dans chaque commune, il y a un endroit, une bibliothèque où les gens allaient lire. Ça réduisait aussi les problèmes de mobilité, des proximités. Voilà. Pourquoi? Parce que les gens ont du mal, peut-être on ne répond pas à toutes les bourses, on n'a pas le moyen pour nous déplacer, soit pour aller en ville, je ne sais pas, une bibliothèque, pour aller lire. Mais je crois aujourd'hui, si l'État congolais construit des bibliothèques urbaines, urbaines, dans chaque commune, dans chaque quartier, il y a des bibliothèques, soit des bibliobus, comme je l'ai vu à Liège, où les gens amènent des livres dans les quartiers, même dans les quartiers reculés, les enfants viennent, ils lisent, on propose des activités de loisirs. Tout ça, ça va aider nos enfants à sortir un peu de la mentalité que les livres est fait pour l'homme blanc. Mais c'est vrai, il y a beaucoup des écrivains noirs et congolais. C'est un très bon projet, Jenny. J'espère que votre appel a été suivi par les autorités qui sont en train de suivre la radio-télévision congolaise en ce moment, par le ministre provincial de la culture et national quand il y aura un gouvernement, celui qui assume l'intérim pour le moment et qui va répondre positivement. Je vais te raconter une anecdote. Marie-Reine, j'étais justement avec Jenny, nous sommes allés voir M. Didier Moumengi qui est vraiment très ancré dans la lecture, dans l'écriture. Voilà. Et nous étions avec lui dans une activité avec les enfants. Et voilà, il nous racontait que une fois, un professeur le croise, un instituteur, en fait, le croise en route et il dit, Monsieur Didier Moumengi, il faut vraiment que vous veniez dans ma classe parce que les enfants, quand une fois nous avons parlé d'un livre que vous avez écrit et ils ont vu le nom de l'auteur Didier Moumengi, ils pensaient que Didier Moumengi, il est déjà mort depuis longtemps parce que généralement, quand vous voyez un livre, les enfants ont l'impression que l'auteur est déjà décédé et il a prié Didier Moumengi de se rendre dans la classe et il a vu les enfants. L'instituteur a présenté Didier Moumengi aux enfants. Voici l'auteur de cet ouvrage. Et ils étaient émerveillés de voir que l'auteur est bien vivant. Bibi, si je veux aussi te compléter, le jeu avec la biblio-vacances, c'est aussi susciter le goût de la poésie. On initie les enfants à la poésie, à l'écriture. Donc nous voulons créer des futurs écrivains de demain, ceux qui vont remplacer soit Didier Moumengi, il y a Yolande Lébé, il y a Richard Ali. Donc nous voulons en tout cas susciter ces enfants-là, créer des écrivains qui vont raconter aussi l'histoire de notre pays. L'histoire de notre pays est méconnue. Nous voulons à ce que le monde entier découvre le Congo, la richesse du Congo. Quand on parle, puisque quand on parle du Congo, on voit toujours le mal. C'est ça. Donc on voudrait Merci changer Jenny un peu les choses. pour cette idée positive. Une idée très positive que vous voulez donner à la République démocratique du Congo. C'est sur cette note positive, je crois, Bibi Schmeté, avec votre autorisation, si vous me le permettez. On va essayer de danser un peu, c'est ce que tu veux proposer. Eh bien, on en a aussi besoin, n'est-ce pas? Ça sera avec César Loboko qui chante Amanda la Duchesse. La Duchesse, voilà. C'est pour dire au revoir à nos invités. Allez, voilà, à bientôt. Amanda la Duchesse, Fondation Amanda. Amanda, la Duchesse, maman. Maman caresse. Amanda, la Duchesse, maman. Maman caresse. Namoke yokozwa moninga sala lokola Amanda. Amanda Amanda
Maman Amanda, mère courage. Amanda, Mutemana ya baboto, ya kosalisa banara. Bafefe peba sepela, macheke peba sepeli, orfele peba sepeli. À tous les enfants de la terre. Étoiles d'amour plein la tête. Amanda, la duchesse, maman tendresse. Tu fais des sourires pour nos enfants. Amanda, oh Amanda, oh, la duchesse est maman. ezalaka mbe boye mama alakisi nde bolingo ya bana toki oka sheka Voilà, nous revenons sur ce plateau avec au moins 4 invités qui vont parler des sujets tout aussi intéressants les uns que les autres. Il y a Lauriane qui est là, que nous connaissons, que vous connaissez déjà. Lauriane vient d'un voyage à Abuja, elle a pris part à la rencontre des jeunes entrepreneurs et le président de la République y était aussi, on va en parler tout à l'heure. Nous avons le docteur Joachim Mbouma, n'est-ce pas, le sujet sur les AVC, on a déjà abordé la fois passée, on va poursuivre en quelques minutes. Vous êtes accompagné de M. Edouard Singobola, n'est-ce pas? Et nous avons également M. Alain Botoko Ikeka, président du comité exécutif de l'association sans but lucratif Environnement sans frontières. Nous allons parler des déchets. L'éducation des masses au traitement des déchets, à la gestion des déchets. Voilà. Alors, on va commencer par la dame, pourquoi pas, Lauriane, n'est-ce pas? Bonjour. Comment ça a été? Bonjour Lauriane. Bonjour. À Abuja. Oui, ça s'est très bien passé. C'est encourageant, hein, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Au fait, nous avions eu le privilège d'être retenus par cette
une des plus grandes plateformes de l'entrepreneuriat africain, la Fondation Tony Elumelu, qui est une structure qui forme c'est pas seulement le jeune, c'est à partir de 18 ans au-delà, qui ont des idées innovantes de créer des entreprises, de résoudre des problèmes dans leur environnement. Et cette opportunité s'est ouverte depuis l'année 2015. Donc cette année, c'était la 5e édition. Mais c'est justement pour la première fois que les jeunes soient accompagnés par le gouvernement, par le chef de l'État. Vous étiez au nombre de combien, Lauriane? Oui, au total, nous étions au nombre de... En fait, cette année, la Fondation a retenu la candidature de 102 lauréats congolais. Maintenant, il s'est fait que d'autres se retrouvant par-ci, par-là dans des provinces, ils ont eu des difficultés à rejoindre Kinshasa. Et vu la rapidité de l'organisation, donc nous étions qu'à 52 personnes qui étions parties. 52, c'est déjà bon, n'est-ce pas? Oui, c'est déjà beaucoup. Une si grande participation des jeunes Congolais dans une telle rencontre. Nous étions vraiment majoritaires, même dans la salle, lors du forum, quand il s'agissait de chanter l'hymne national de notre pays, c'était waouh! C'était entraînant. Oui, nous étions vraiment le seul pays qui était aussi représenté de cette manière. Et vous étiez accompagné aussi, le président de la République était avec vous et aussi pour vous encourager. Exactement. Qu'est-ce que ça vous a fait? Non, mais c'était vraiment inimaginable au fait. Oui. C'est pour la première fois que le chef de l'État accompagne le jeune et non seulement accompagné, il a pris en charge, les billets, l'hébergement et tout. Et c'était vraiment merveilleux. Après cela, nous avons eu aussi des moments d'échange avec lui. Il nous a parlé que vraiment sa vision majeure sur la jeunesse, c'est aussi booster l'entrepreneuriat. Et il va vraiment tout faire pour que nous savons que le développement du pays, c'est dans l'entrepreneuriat. Et hier, les jeunes se plaignaient que le gouvernement n'accompagnait pas, abandonné, mais avec notre chef de l'État, il dit qu'il met même le fonds de garantie, il a beaucoup parlé de ça. Et il y a plusieurs structures, nous avions été aussi beaucoup accompagnés par la conseillère spéciale du chef de l'État en matière de la jeunesse, Madame Chantal Lielumulop. C'est elle-même qui était vraiment notre maman. Oui, exactement, c'est elle-même qui nous a aidés à introduire le dossier à la présidence. Et toi, pourquoi tu as été sélectionnée rapidement, brièvement? Qu'est-ce que tu fais comme entrepreneuriat? Voilà, moi je suis dans la gestion de déchets plastiques, dans la gestion de la transformation et la valorisation de déchets plastiques. Nous savons que c'est vraiment un des fléaux majeurs, pas seulement pour notre pays, mais c'est à l'échelle internationale. Voilà, j'ai fait des objets décoratifs. La fois dernière, j'étais là avec mes pots de fleurs, avec des œuvres d'art. Et là, c'est des abat-jours. Et à la longue, nous allons continuer nos productions à faire des pavés, à faire les granulés qui est aussi une matière première dans le recyclage, justement pour multiplier de structures permettant à ce que toutes les personnes qui veulent œuvrer dans le recyclage aient cette facilité de manipuler, de transformer en ayant déjà les granulés. Voilà, pour conclure, je voulais parler que cette formation à la Fondation Tony Elumelu est ouverte à tous. C'est chaque année. Donc déjà au mois de janvier, l'opportunité est encore ouverte. Il reste 5 ans. Donc nous allons également sensibiliser vraiment le maximum de Congolais à postuler. C'est vraiment une formation, l'équivalent du master en entrepreneuriat de l'Université de Cambridge. Oui, c'est vraiment une formation top qui condense tout, et en sortant de là, non seulement nous avons un bagage, mais nous pouvons exceller dans notre entreprise. Il y a vraiment de pistes de solutions qui peuvent nous faire décoller. Très bien. Bravo Lauriane, en tout cas un peu de mots. Mais bon, il faut continuer la sensibilisation pour impliquer davantage des jeunes. On en a énormément avec le directeur de l'ONIP ici. On a parlé de la majorité de la population congolaise qui est constituée des jeunes. Et donc, il faut activer ces jeunes, il faut les impliquer dans toutes ces démarches, dans toutes ces interventions. Bravo d'ailleurs pour la Bajo. Si on peut en avoir dans chaque maison, voyez un peu ce que ça peut faire dans l'entreprise de Lauriane, n'est-ce pas? Exactement, c'est vraiment de l'innovation, c'est nulle part ailleurs. Au fait, voilà, donc...
Il faudrait encourager les Congolais à consommer congolais. Quand L'Oréal produit des d'abat-jour, il faudrait qu'on puisse être en mesure de les acheter. Voilà, alors puisqu'on est dans le déchet, L'Oréal, elle transforme, elle recycle. Monsieur Alain Botoko Ikeka, vous également, vous êtes dans l'environnement. Excuse-moi, L'Oréal voulait communiquer un numéro de contact. Ah oui, okay. Voilà, donc pour toutes les personnes qui souhaiteraient nous accompagner, nous encourager, vous pouvez nous contacter au 081 000 73 88. Je veux me répéter, 081 000 73 88. Notre structure s'appelle Place Éclair, comme est bien écrit là. Donc, si vous cherchez dans les réseaux sociaux, sur Facebook, nous sommes là. Vous pouvez aimer notre page. C'est accessible. Au cas où on aurait perdu un chiffre, donc on peut toujours trouver Place Éclair. C'est Place Éclair. Dans les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Exactement. Oui, alors là, j'étais déjà en train de me retourner vers M. Alain Botoko Ikeka. C'est une belle idée, hein? Une belle initiative. Vous êtes dans l'environnement et vous encouragez, n'est-ce pas? Voilà. Alors, oui, madame. Je vais continuer avec le sujet de la fois passée qui était l'éducation environnementale. Et aujourd'hui, je vais parler de la gestion des déchets. Est-ce que c'est un problème ou c'est une solution pour créer des emplois et des opportunités pour nos jeunes? Oui, répondez à votre question. Voilà, et je réponds à cette question. Moi, j'ai déjà eu une petite réponse. Justement. Et en répondant à cette question, il y a déjà un exemple palpable qui est là. Kinshasa produit, je parle des déchets solides et des déchets liquides. Kinshasa produit autour de 7000 tonnes de déchets par jour. Et le plastique, c'est autour de 15%. Le 65%, c'est l'organique, le déchet organique qu'on peut, si on veut bien le gérer, créer des jardins, chacun dans sa parcelle. Nous avons près de 500 000 parcelles à Kinshasa et chacun peut jeter ses ordures organiques et ça peut déjà résoudre le problème. Et on peut recycler effectivement le plastique en créant des objets comme celui qui est devant nous, mais aussi en créant le pavé. Vous savez que le plastique dure jusqu'à 1000 ans sur la Terre. Donc ça dépend de la qualité où on a conçu ce plastique. Voilà pourquoi il ne faut pas les jeter par-ci par-là. Non. Si vous le jetez, et je vous dis que ça bloque l'existence même de la vie. La semence ne va plus pousser parce qu'en fait l'eau ne sera plus infiltrée. Et ça crée aujourd'hui, il y a un 7e continent dans l'océan Atlantique à cause de plastique que nous jetons de partout le monde. Et je suis sûr que même vous regardez nos rivières ici à Kinshasa ou ailleurs dans le pays, c'est inondé de sacs plastiques ou de bouteilles en plastique. Et comment ça détruit l'écosystème en fait. Gérer les déchets. Justement, en fait, la gestion des déchets, elle est une opportunité aujourd'hui énorme pour créer des emplois et créer de l'argent, des richesses, le bien et les richesses. Parce qu'en fait, ce que vous appelez déchets, madame, à l'extrême, n'appelle pas des déchets, le plastique, elle transforme ça. Et c'est que même les déchets humains, des déchets sociaux. Alors, vous savez, dans la société, on a des pollutions, on connaît des enfants qui sont dans le riz, on connaît des gens qui ne savent pas que faire. Et qu'est-ce qu'il faut faire avec ces déchets? Il faut les recycler, il faut leur donner des emplois, il faut créer des opportunités pour eux. Donc, la gestion des déchets aujourd'hui n'est plus un problème à travers le monde. Vous avez vu l'exemple de l'Union européenne qui a géré un petit projet ici sur 9 communes. Pourtant, c'était un exemple qu'il nous a donné. On peut gérer le déchet à travers le pays et créer énormément d'emplois, créer d'opportunités, créer des services. Et ça, c'est le monde entier en cherche. Et il ne faut pas gaspiller cette occasion parce que c'est donc utile. il faut une bonne politique de gestion parce que obligatoirement nous aurons des déchets, on utilise des soirs, nous consommons, etc. Donc obligatoirement nous aurons des déchets ménagers, etc. Mais il faut apprendre il faut une politique pour gérer tous ces déchets. Et comme d'ailleurs vous disiez Alain, si vous ne gérez pas bien les déchets, ça crée des maladies comme nous le dira tout à l'heure le docteur Joachim. Justement, mais je voulais juste ajouter un petit mot. Parce qu'en fait, il y a l'actualité de l'aide oblige. Avec l'aide de l'environnement, vous savez, si en réalité on gérait bien le déchet, Ebola vivrait avec nous
ils seraient dans nos forêts, mais ils seraient pas, on ne pouvait pas les rattraper. Oui, la Pourquoi? maladie n'atteindrait pas les non. humains. Parce que s'il y avait des lois qui disent, parce que nous sommes dans une zone rouge depuis 1976, que Ebola est avec nous dans nos forêts. Et même Mangina, c'est le début de la forêt équatoriale qui mène vers la forêt de Mayombe à l'ouest. Donc, si nous avions bien géré nos déchets, Ebola ne serait pas dans nos portes. Non, il ne serait pas dans nos portes. Pourquoi? Parce qu'en fait, en réalité, dans une zone comme la nôtre ici, on ne peut pas ramasser n'importe quel animal. On ne peut pas toucher, on ne peut pas tuer n'importe quel animal. Et si on respectait ça, donc Ebola ne serait pas... Merci beaucoup. Voilà. Alors, ça, c'est des questions de sensibilisation. Nous y revenons tous les jours parce qu'il faut bien une communication pour le changement de comportement social et la communication pour le changement, c'est tous les jours. C'est une communication à longue durée. Donc, on ne peut pas se passer. Alors, oui, encore la sensibilisation contre les AVC, docteur... Joachim Mbouma et oui, voilà, monsieur Edouard Singobola. Voilà, nous n'avons pas beaucoup de temps malheureusement aujourd'hui, mais quand même c'est une question qui a déjà été abordée. Et voilà, nous en sommes arrivés, je crois, à l'alimentation. Voilà pour. Oui, merci. La fois passée, je parlais de l'alimentation en tant que facteur de risque pour les AVC. Dans un environnement malsain, le moment vendre à même le sol, dans des carrefours où il y a des fumées dégagées par les feux d'échappement qui contiennent des métaux lourds. Et ces métaux lourds-là, le plomb, l'aluminium, même l'arsenic, contaminent le foie. Et ça apporte des intoxications dans notre corps. Et tout ça sont des foyers, des risques pour les AVC. Les mamans qui vendent du pain avec les mwamba là, pâte d'arachide, ce sont des arachides souvent abîmés. Ces arachides-là contiennent des microbes qu'on appelle aflatoxines. Ces microbes-là endommagent le foie. On a des cancers de foie, on va le balayer, non. Ces moments-là, en tout cas, il faut les éduquer. Ils ne sont pas vraiment des chrétiennes. Vraiment, mais est-ce que c'est un problème de chrétienté ou d'ignorance? Parce qu'elles-mêmes, elles ne savent pas ce qu'elles proposent aux autres. L'ignorance de la part de tout le monde, des acheteurs et des vendeurs. Exactement. Donc, on doit vraiment éduquer la population. Toujours au coup famille, toujours ébatté. Parce que normalement, les arachides, on doit les trier. Il faut garder de bonne qualité. Oui. Les moments qui nous laissons les enfants avec des pâtes d'arachides. Chaque matin, mon ami, il part faire mwamba. Sans les savoir. Et dans la pâte, il y a beaucoup d'huile. Beaucoup d'huile. Il faut des risques aussi. Ensuite, les casseroles, les mbodi, avec lesquelles on prépare la nourriture. Au départ, l'épaisseur est énorme. Après, l'épaisseur disparaît. Où va cette matière-là? Dans la nourriture, les gens consomment. Des métaux lourds, ça provoque des maladies cardiovasculaires. Paiement. Voilà. Comme on n'a pas assez de temps, les églises. Les églises aussi sont des facteurs de AVC. Oui. Alors, monsieur Sengobola, la part des églises dans les AVC. Oui, parce que j'ai dit d'abord bonjour aux amis qui nous suivent. Nous encourageons, nous particulièrement, ce genre de mission parce que ça permet justement, par rapport aux activités que je fais au nom de mon église, à faire sortir le plus grand nombre de notre population de l'ignorance en ce qui concerne la santé humaine. Et papa, docteur Joachim, a oublié de vous dire que je suis moi-même animateur radio. Et mes émissions, c'est justement pour aider à faire sortir le plus grand nombre de l'ignorance en ce qui concerne la santé. Et je suis animateur pastoral des malades aux cliniques universitaires, au CNPP et au centre hospitalier de Moamba. Ce qui m'a permis de croiser le docteur, lui-même frappé d'AVC. Et la pollution sonore que nous faisons faire subir à nos fidèles, aux voisins de nos églises,
ne permettent pas ce que nous soyons dans la paix, nous puissions passer de bons sommeils. On est tout le temps stressé et ce qui nous amène aux accidents vasculo-cérébraux. Quel est le grand problème? Quand l'homme vit, il a 24 heures pour passer sa vie sur cette terre. 8 heures de sommeil, 8 heures d'activité et aussi 8 heures de repos, de détente et de distraction. Je suis cette émission-là, Notre Congo, et je me sens bien. Mais quel est le temps que nous prennent les églises, surtout nos nouvelles églises qui pensent que pour rappeler Dieu à nous soutenir, nous les hommes, il faut crier, il faut faire des bruits, il faut avoir des grands baffles. Alors que ça influe néfastement sur notre santé. Merci beaucoup, c'est très bien dit, même si nous n'avons pas pour le moment beaucoup de temps pour aller dans les détails. Nous allons fixer donc rendez-vous à nos téléspectateurs pour une autre fois. Oui, nous allons entrer dans le détail de cette question, mais je pense que la lutte contre les AVC, ça doit être une lutte multisectorielle. Tout le monde doit s'impliquer dans cette question pour ramener vraiment les conditions nécessaires au repos et à la bonne santé pour toute la population. Oui, docteur. Il y a un projet dans ce sens-là, avec François Kajingulu, le mounier des cliniques universitaires, pour à la prochaine rentrée académique, que dans chaque faculté de l'UQIN, qu'il y ait une antenne de prévention des maladies cardiovasculaires. D'accord. Ok, merci beaucoup. C'est un très beau projet. Très bon projet à encourager. Ceci étant, nous allons remercier donc vous tous. Hein. Merci à vous d'avoir été là et d'avoir dit ce qui est important pour la population. C'est d'ailleurs l'objectif de notre Congo, rassembler tout le monde, toute la population congolaise dans ces genres de questions qui nous éduquent pour la sensibilisation, pour le changement de comportement, pour les développements. Alors, on ne va pas terminer, on va pas terminer cette antenne. Joyeux anniversaire Maria Balaka. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Adrien Gemba, le fils de Nadine Bobo. Et joyeux anniversaire à Maria, elle est là. Joyeux anniversaire à vous. Joyeux anniversaire à Maria. Que le Seigneur vous comble de ses bienfaits. Joyeux anniversaire aussi à Maria Balaka. Maria Balaka et à Monsieur Patrick Moussanga depuis Angola. Joyeux anniversaire à vous, Monsieur Patrick, de la part de toute l'équipe de Notre Congo en ce jour. Ça, c'est juste les quelques 3 photos que nous avons proposées aujourd'hui, mais vous êtes nombreux à fêter votre anniversaire aujourd'hui. Alors, donc, bon anniversaire à vous tous qui avez eu l'occasion de suivre Notre Congo, et même si c'est l'anniversaire d'un fils, d'une fille, d'un neveu, nièce, donc bon anniversaire à chacun de vous. C'est fini? Oui, nous avons fini. Moi, je vous dis déjà au revoir et mardi, Notre Congo va être avec vous sur ce plateau. Voilà.